La société Adobe qui est derrière Photoshop et Illustrator a tenu sa conférence annuelle. On va en profiter pour parler d'innovation en intelligence artificielle parce qu'il y en a dedans évidemment. C'est l'épisode supplément de Tech Café, l'épisode 441 qui parlera particulièrement aux experts, même si évidemment tout le monde est le bienvenu, y compris les plus passionnés d'entre vous. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et pour nous éclairer dans cet épisode supplément, telle une torche dans une exploration de donjons dans un jeu de rôle, j'accueille l'inégalable Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va, oui, je suis le truc qui vous éclaire faiblement et qui finit au pire moment par s'éteindre. C'est vrai, tu tends des pièges. À propos d'exploration de donjons, j'ai aussi testé, je t'avais pas dit tout à l'heure, on parlait de jeux pendant l'hebdo, j'ai lancé Diablo 4 pour la première fois, je l'avais jamais lancé. Ah ouais, bon, c'est cool quand même. Oui, c'est sympa, je pense que je vais pas y passer des heures et des heures, mais il défoule quand même, il est sympa. Merci beaucoup au soutien de la semaine qu'on accueille sur notre tapis rouge hebdomadaire. En fait, comment ? Tu le trouves pas trop facile ? Alors pour l'instant, je l'ai mis en mode facile et je ne vois zéro difficulté. Ma vie ne baisse pas et je roule sur les mobs, mais je me dis c'est peut-être parce que c'est le début. Ouais, non, mais mets-le en normal. C'est juste un conseil, mets-le en normal. D'accord. Le premier, c'est pas normal. Enfin, le normal plus quoi. Bon, peu importe. Tu m'as dit facile que t'as facile. Bon, je sais pas. Bon, bref. J'ai le premier niveau. Bon, je verrai ça. Mais oui, effectivement, je me suis fait la réflexion qu'il y avait vraiment zéro challenge, effectivement. Je crois que je me suis pas fait toucher par un mob autre qu'un boss et encore il m'a... Bon, bref, pardon. Allez, merci donc beaucoup au soutien de la semaine qui sont sur le tapis rouge quand même. Depuis l'épisode hebdomadaire, depuis mardi soir, les pauvres, on espère qu'ils se sont pas trop ennuyés et qu'ils ont pas pris froid. Mais en tout cas, on voulait les remercier pour le coup chaleureusement. Caius Eucalyptus, Louardan, Pinot, Joao, Guillaume, Blachon, Loulou, Lionel B, John Lee et Frédéric Lacroix. Merci infiniment d'être venus grossir les rangs des abonnés sur patreon.com/techcafé pour soutenir et financer le podcast comme il se doit. On commence cet épisode par une session très très visuelle, j'ai l'impression un peu plus courte que d'habitude quand même, mais des modèles de la semaine, Guillaume. Plus court, je suis pas sûr. Donc, j'avais l'impression, mais cette section IA avec donc un générateur vidéo en collaboration entre Oxford et des universités chinoises qui s'appelle VFX Master et qui est donc spécialisé dans les effets spéciaux, effectivement. Et ouais. Les générateurs vidéo savent faire des effets spéciaux déjà. On se souvient même des effets viraux comme, je sais pas, ton chat qui est découpé comme un gâteau ou ton patron qui est écrasé comme un pâte à modeler, comme ça. Bien fait. Ces effets sont obtenus après entraînement d'adaptateurs, souvent, sur un modèle de base. Puis après, on peut facilement faire autant qu'on veut, mais le même effet, quoi. VFX Master, lui, il essaye de rendre ça plus universel, en proposant un modèle qui fait tout. Il suffit que tu lui montres ce que tu veux. Et donc, tu pourras lui donner une référence de style, donc comme un générateur d'images, pour qu'il te fasse des images à la Van Gogh ou à la Ghibli. Là c'est pareil, tu montres une transformation Venom du film Venom, et puis il apprend en contexte à faire la même chose, et voilà, il fait la même chose à ta collègue au caractère un petit peu difficile, et voilà, il rajoute des ailes d'ange à ta femme, il prend... Tu peux prendre feu comme la torche humaine dans les 4 Fantastiques, tu peux te désintégrer, être gelé sur place ou pétrifier, comme tu peux pétrifier les trucs comme Gorgone, comme une Gorgone de mercredi, là, je sais pas si tu vois. Ouais. C'est en général... Les cheveux qui poussent tout d'un coup aussi, comme les Dupont dans On a marché sur la lune. Et c'est assez général en fait, c'est ça qui est marrant et ça pourrait être évidemment super utile. Pour la télé ou le cinéma, tu lui montres un effet, tu dis moi je veux le même effet pour ça. Ouais. Et c'est des effets qui coûtent quand même encore du temps et du travail. Si tu les fais en 3D, c'est beaucoup de boulot, quoi. Et là, ça devient quasi gratos. Et un autre truc super utile, c'est l'édition d'images. Et de plus en plus, on se tourne vers des architectures qui sont unifiées. Donc à la Nano Banana, Nano Banana, en fait, c'est Gemini qui est nativement multimodal. Et là, on a EMU 3.5, qui est un petit peu le Nano Banana open source. Donc, il vient de Chine, c'est le BAI, le Beijing Academy of AI, qui le fabrique, et il est assez gros. Mais il dépasse carrément Nano Banana, en ce qu'il est même meilleur pour créer de manière entrelacée des images du texte. Donc, par exemple, tu peux lui demander de décrire une procédure, et il peut l'illustrer pas à pas pour te dire comment faire, quoi faire, etc. Et tu peux essayer complètement cohérent. Tu peux créer tout un livre d'images en passant, je sais pas, un quart d'heure à discuter avec lui, quoi. Donc EMU 3.5, il est multimodal natif, c'est-à-dire qu'il peut générer, éditer texte et images, et pour lui, tout est pareil. C'est la même chose, c'est des tokens. Alors, il a la possibilité de lui mettre
un module qui génère les images par diffusion pour que ce soit plus rapide, mais c'est pas obligatoire. Tu peux très bien faire comme ça avec des tokens autorégressifs. Donc il est encore assez gros pour être utilisé par des particuliers, mais c'est quand même déjà très impressionnant qu'on ait en gros un Nano Banana open source. Bravo, c'est vrai que c'est très impressionnant visuellement, hein. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, le lien est dans les notes de l'épisode si vous êtes en podcast. Franchement, c'est vraiment bluffant. On continue sur les prouesses visuelles avec Adobe qui a fait des annonces. Alors traditionnellement, chaque année, j'aime bien quand même suivre un peu dans les détails ce que propose Adobe. Et là, cette année, j'ai vu très peu de choses. J'ai pas suivi vraiment la conférence. J'ai juste vu un extrait sur les réseaux sociaux qui était d'ailleurs assez dingue. C'était une photo avec 2 enfants qui étaient devant une maison en train d'aller chercher des bonbons pour Halloween. Et puis on peut carrément réimaginer l'autre côté des enfants, les retourner comme ça pour qu'on les voit. C'était assez dingue. Bon, j'imagine qu'il y a eu évidemment une grosse dose d'IA dans cette présentation, Guillaume. Ben ça, c'est Project Turnstile, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on a eu Adobe Max, et il y a pas mal de fonctions intéressantes. Moi, je l'ai vu passer beaucoup, finalement, qui ont été présentées par des gens qui devraient consommer vraiment moins de cocaïne. Et donc, ces sneaks, comme elles appellent, là, ces petits projets de recherche d'Adobe pourront ou pas, attention, on ne sait pas, hein, aboutir à des fonctions vraiment dans les produits commerciaux. Mais il y a quand même des trucs vraiment bluffants. Alors si on revient sur Project Turnstile, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent rappeler ceux dont on a parlé les années précédentes déjà. Et Turnstile, c'est de pouvoir faire pivoter une image, une portion de graphique en 2D. C'est en gros un calque que tu mets sur ton image. Tu peux le faire pivoter en 3D. Tout simplement, il peut passer en 3D. Donc tu as ton truc, alors là, dans la démo, il y avait les enfants, mais avant les enfants, il y avait un truc d'Halloween avec une tombe, il y avait un squelette et des citrouilles autour. Donc c'était un truc purement en 2D, hein, purement juste une image, hein, un truc qu'il a dessiné, quoi, qui met sur une photo devant une maison. Et puis, il clique et hop, ça passe en 3D. Vraiment, ça devient un objet en 3D qui peut tourner dans tous les points de vue. Et puis, tu peux manipuler ton objet sur ton calque, et quand il est bien, tu l'upscale pour avoir donc un truc très détaillé. Et après, tu as un bouton Harmonize qui va tout seul calculer les ombres et les éclairages pour que ça colle avec ce qu'il y a derrière. Et pour que notre incrustation soit mieux intégrée, quoi. Et après, il y avait donc aussi... c'était le truc d'Halloween, parce qu'en fait, Adobe Max tombait le jour d'Halloween, le 31. Et donc, il y avait aussi des gamins devant une maison comme ça. Ils clonaient d'ailleurs les gamins. Il y avait 2 versions des gamins, et 2 positions différentes. C'était assez impressionnant. Mais tu avais beaucoup de trucs en fait. Tu avais Light Touch qui permet de contrôler les lumières dans une scène, donc littéralement d'allumer ou d'éteindre des lampes qui sont présentes à l'image. Donc tu as les ombres, les couleurs et l'ambiance qui suit. Donc tu contrôles complètement l'éclairage en post-production. Tu avais Project Surface Swap qui permet de peindre avec une texture. Donc tu prends le bois d'une planche à découper, sur ta cuisine, quoi. Ton plan de travail, et puis tu fais en sorte que tous les ustensiles de la table du plan de travail soient faits avec le même bois, et tout ça en respectant la géométrie, la lumière, les ombres, etc. Et ça marche même avec des surfaces réfléchissantes comme des carrosseries de voitures. Tu as aussi Tray Series qui permet de faire de l'in-painting mais intelligent, c'est-à-dire que tu peux donc tu as une photo avec une typiquement, tu as une voiture qui sera faite dans une flaque, dans une photo, hein, sur une route, comme ça, avec des arbres et tout. Et puis tu dis, je veux éliminer la voiture. Alors ça, je dirais, ça n'épate plus personne, hein, que tu puisses éliminer une voiture comme ça d'une image. Mais ce qui est super intéressant, c'est que tu élimines la voiture et la flaque sera modifiée aussi. Donc la voiture se reflète dans la flaque, et donc si tu élimines la voiture, elle disparaît aussi de la flaque. Et c'est vrai pour les réflexions, c'est aussi vrai pour les ombres, c'est vrai aussi pour toutes les conséquences. Donc tu as la fumée de réchaud à gaz, par exemple, qui peut être éliminée si tu élimines le réchaud à gaz. Il y a eu des présentations aussi pour la 2D vectorielle, donc c'était Motion Map, qui anime les dessins vectoriels de manière automatique et contextuelle. Donc tu le donnes au logo, il anime de manière rigolote, ou alors tu peux une scène, je sais pas, une fille qui se balance au bout sous un arbre, quoi. Évidemment, elle va se balancer comme ça. Tu peux contrôler la vitesse, tu peux contrôler plein de choses, et puis si tu rajoutes un scooter devant, tu l'animes, et contextuellement, le scooter va donc faire un petit effet, et puis après, il va partir, quoi, il va rouler vers la droite, il va s'animer de manière plausible. Ils ont présenté aussi des trucs avec la vidéo, donc ça, c'est peut-être un peu plus inédit de chez Adobe. C'est essentiellement, l'idée, c'est d'éditer des vidéos aussi simplement que des images. Donc on part d'une vidéo de 3 meufs qui font de l'aviron, on prend la première image de la vidéo, et tu vires la meuf du milieu.
Donc voilà, donc tu régénères le fond, encore une fois, ça n'épate plus personne de virer comme ça un élément du On est blasé c'est sur devenu des trucs normal, comme ça. tu vois, c'est devenu normal. Le standard. Et puis tu donnes donc au modèle la vidéo initiale et cette première image modifiée, et il va te générer une nouvelle vidéo qui est conforme à la nouvelle image, donc une vidéo avec que de meufs, tout simplement. Et tu peux aussi demander au modèle d'éliminer directement des objets d'une vidéo. Et ça peut être des modèles, des objets très complexes, quoi. Par exemple, il y a l'exemple, c'était une voiture en train de déraper sur un circuit qui faisait un énorme panache de fumée derrière. Donc les deux, soit de poussière ou de fumée de poussière, quoi. Et donc les deux sont éliminés et tout le reste est préservé. Donc vraiment, tu enlèves, tu dis je veux virer la voiture, il enlève la voiture et le panache et tout le reste est préservé. Donc, et c'est une scène très dynamique avec des mouvements de caméra assez forts, quoi. Et tu peux faire l'inverse, tu peux rajouter une flaque d'eau, puis tu rajoutes une flaque d'eau devant un chat qui se balade, ben le chat sera reflété dans la flaque d'eau. Alors, NVO 3.1 fait déjà ce genre de truc, mais c'est quand même bien de voir qu'Adobe n'est pas trop largué, parce que je suppose que c'est des modèles à eux qui sont utilisés là-dessus pour faire ce genre de truc. Donc c'est quand même pas mal. Ils ont aussi présenté des choses pour l'audio, avec Project Clean Take, qui permet de retoucher de la voix. Donc par exemple, tu as une interview, et après, tu as la transcription de l'interview. Quand tu retouches la transcription, tu peux régénérer des morceaux. Si un mot est mal prononcé, il peut être régénéré correctement avec la voix de celui qui est... Voilà, avec ta voix à toi, si tu es interviewé, et c'est complètement seamless. Donc c'est vraiment du deepfake audio. Tu peux vraiment faire dire n'importe quoi à n'importe qui après coup. Et tu édites ça en éditant uniquement le texte avec ton clavier. Donc tu peux remplacer un mot. Tu peux aussi éliminer le bruit de fond, tu peux éliminer des sons complexes, comme des sonneries de passage à niveau, ce genre de trucs. En fait, le multipiste est créé automatiquement, et puis tu peux donc régler le niveau même de cette sonnerie si tu veux pas l'éliminer complètement. Tu peux changer la musique. Donc tu as une musique, tu dis non, je veux une autre musique, et il change la musique de fond. Tu as aussi SoundStager pour créer des effets sonores contextuels avec une vidéo. Avec FrameSense, tu peux créer des pubs entièrement avec des avatars vidéo qui parlent toutes les langues. Pour des vidéos nulles et chiantes, oui, qui tentent de te vendre des trucs, mais qui au moins coûtent pas cher. On a aussi le passage à la 3D chez Adobe avec New Depth, qui est un outil qui gère des éclats de Gaussian, tout simplement. Donc voilà, Adobe passe aux éclats de Gaussian éditables. Donc tu peux éditer ta photo en 3D, comme si c'était une image en 2D. Quand tu as une scène en 3D avec un tracteur, il va lui changer la couleur, comme si c'était sur une photo, et puis ce sera vraiment en 3D. Si tu pivotais la photo, donc qui est une photo en 3D, donc qui est une éclat de Gaussian, si tu pivotes, tu vois le truc est en 3D dans la masse, en volume. Et puis tu peux sélectionner des éléments, les déplacer, tu peux même faire des déformations en 3D. Donc peut-être que là demain, la photo 3D sera une photo comme les autres. Et puis il y a eu d'autres trucs aussi pour les sites web, les présentations. Il y a un agent qui automatise les tâches répétitives dans le Creative Cloud. Mais bon, voilà, on peut s'arrêter là pour les news génératives les plus marquantes, mais qui m'ont marqué moi. Et bon, l'un dans l'autre, donc si on fait abstraction des présentateurs et surtout de la présentatrice qui était extrêmement pénible, c'était quand même intéressant, parce que tout ce que j'ai dit, c'est des choses qu'on a parfois vues ailleurs. Dans des documents de recherche, des publications de nouveaux modèles. Exactement. Soit dans des produits comme VO 3.1, soit carrément dans des projets de recherche, effectivement, qu'on cite toutes les semaines. Et donc on peut se dire, oui, c'est pas non plus foufou. Enfin bon, c'est vrai que c'est quand même bien de voir qu'Adobe suit quand même le mouvement, qu'il n'est pas complètement largué, et qu'il y a quand même des fonctions de ce type-là qui vont probablement arriver dans des produits commerciaux très bientôt. Et c'est vrai que ça montre aussi... disons, ça résume aussi à quel point l'image aujourd'hui, c'est quelque chose qui est malléable, quoi. C'est la photo... Pas que, d'ailleurs. Comme tu vois, on peut transformer tout en n'importe quoi. C'est ça, l'image, mais l'image dans le sens, la photo, la vidéo, mais même le son. Même le son, c'est ça. Tout, on peut... Jusqu'au site web. Tout ça est malléable, en fait. Une photo ou une vidéo, aujourd'hui, c'est un truc de base que tu peux presque sans effort totalement transformer en ce que tu veux en quelques clics, quoi. C'est incroyable, C'est très flippant d'ailleurs. C'est tout autant captivant que flippant sur les usages. On peut peut-être s'attarder 30 secondes sur quand même le statut d'Adobe, parce que j'aime bien aussi observer ça de ma fenêtre. C'est qu'on a donc Adobe qui est sur des outils très professionnels avec des licences qui coûtent de plus en plus cher et qui, pour plein de boîtes avant qui étaient de taille plus modeste et qui s'autorisaient à prendre des abonnements de la suite Adobe, préfèrent maintenant revoir un petit peu à la baisse leurs investissements. Et on se rend compte qu'il y a énormément de cas d'usage d'édition graphique qui sont satisfaits par des outils comme Canva, par exemple.
qui a pris une très grande place. Et je pense qu'honnêtement, il y a plein d'entreprises et plein de professionnels qui ont abandonné des licences Adobe pour du Canva. C'est vrai qu'il y a Canva qui est aussi un peu limité, qui va évidemment pas aussi loin que ces outils qui peuvent aller raisonner au niveau du pixel et puis faire interagir les éléments d'image les uns avec les autres, de l'image à la vidéo, comme tu l'as dit, de la vidéo à l'audio, au web, tout se mélange maintenant comme tu l'as décrit. Mais je pense que Canva sentait qu'il y avait aussi un coup à jouer. Ils ont, je ne sais pas si tu as suivi, mais racheté la suite Affinity, qui étaient des logiciels concurrents, alors même s'ils n'allaient pas aussi loin dans les performances et dans les niveaux de possibilités que la suite Adobe, mais la suite Affinity permettait de faire de l'édition à la Photoshop, à la Illustrator, à la InDesign, pour de l'édition graphique vectorielle et au pixel et de la mise en page. Ils ont racheté ça. Depuis quelques semaines, les applications Affinity étaient gratuites. On sentait qu'il allait se passer quelque chose. Et Canva a annoncé cette semaine, ça a été abordé notamment sur Discord, une nouvelle application qui s'appelle Affinity et qui rassemble tout, en fait, qui rassemble le concurrent de Photoshop, le concurrent d'Illustrator et le concurrent d'InDesign dans une seule application qui va évidemment beaucoup plus loin que Canva, qui est une application native sur ordinateur et qui va sans doute pas aussi loin que la suite Adobe, mais petit à petit, c'est quand même rigolo de voir que Canva arrive à grappiller comme ça des parts d'abonnement et en proposant une application native gratuite comme Affinity, je pense qu'ils ont un sacré carquois quand même. C'est quoi les différences de prix entre les deux? Ah ben, la suite Adobe, je sais pas, j'ai pas les prix sous les yeux précis, mais très vite, tu as des abonnements à 50 balles par mois, par personne. Là où, dans le cas de Canva, alors Canva, j'ai pas ça doit être quoi? Ça doit être 20 balles par mois sur la version de base. Ouais, okay. Alors, ça fait pas la même chose, hein, encore une fois. Et tu peux très bien avoir l'application gratuite Affinity Native sans abonnement Canva. L'abonnement Canva va te permettre d'aller taper dans des modèles d'intelligence artificielle sur le cloud, etc. Mais complètement dispensable. Donc Canva a vraiment, la boîte qui est derrière Canva a vraiment des possibilités d'aller embêter Adobe sur pas mal de terrains professionnels, j'ai l'impression. Pardon pour cette digression, mais c'est vrai que le sujet aussi m'intéresse à ce niveau-là, au niveau des usages des applications. On continue par contre avec une nouvelle étape dans la relation Je t'aime, moi non plus entre les studios de cinéma et l'industrie de l'IA générative, avec en particulier Universal, Guillaume. Oui, Udio va changer. Alors, déjà, il semblerait qu'on puisse plus télécharger les chansons. J'ai vu passer ça sur Reddit. Okay. Je ne peux pas aller voir, il faudra que j'y aille d'ailleurs. Mais bon, quoi qu'il en soit, il a été attaqué comme son confrère Suno par les majors de la musique, hein, et Universal Music Group, quand il attaque, ça peut faire très mal. Comme on pouvait s'y attendre, ils vont faire un partenariat stratégique, hein, même le partenariat. UMG voit dans Udio une autre manière de pomper du fric, évidemment. Pour les musiciens qui pensaient que Udio c'était une abomination de la nature et que Universal Music sera leur archange Gabriel qui est tout purifié par le feu divin, pas du tout. UMG n'a rien contre la génération de musique du moment que ça lui rapporte quelque chose. Alors, on n'a pas d'infos précises, malheureusement, hein, sur la forme que ça va prendre, donc il y aura une licence, ok. Mais sur quoi, comment, quelles nouvelles offres de monétisation? Est-ce que tu auras le droit de créer un nouvel album de Gorillaz toi-même pour le même prix qu'un album? Je ne sais pas. La voix de Taylor Swift se retrouvera-t-elle allouée sur Udio pour que tu fasses un caméo comme ça dans une de tes productions? Je suis très curieux de voir les détails de tout ça, et je suis très curieux de voir la réaction des artistes derrière, très honnêtement. À mon avis, ils vont pas être très emballés. J'en profitais en parallèle de cette news, Guillaume, pour aller vérifier les tarifs parce que ta question méritait quand même d'être soulignée. Canva, en version pro, c'est 12 balles par mois pour une seule personne avec des outils d'IA, plein de contenu premium. Il y a aussi une version, il faut le rappeler, gratuite qui permet de faire énormément de choses et les applications de la Creative Cloud, donc la version Creative Cloud Pro, alors qui comprend pour le coup pas mal de choses. Photoshop, Illustrator, Lightroom, Adobe Premiere et Acrobat Pro, c'est 78 € par mois. Je pense que c'est un élément de réponse. Oui, c'est un élément de réponse, je pense, effectivement. On continue là aussi avec du nouveau sur des modèles d'IA. Là, cette fois-ci, tu es allé fouiller sur GitHub même, Guillaume. Oui, alors là, donc avec des générateurs de texte, on va faire un petit panorama. Alors, le but, c'est pas d'entrer dans tous les détails, rassurez-vous, mais disons que dans ma besace, cette semaine, j'ai plein de trucs, plein de petites nouveautés qui font converger des tendances, qui montrent des tendances. Donc j'ai Ming Omni. Ming Omni, c'est une variante de Ling Flash. Alors, c'est un modèle omnimodal, en fait, encore un. C'est-à-dire qu'il comprend texte, image, vidéo et audio, et il peut répondre directement à l'audio. Donc, c'est encore une sorte de GPT-4 open source, quand même, qui a l'air vraiment très sympa, mais aussi vraiment très chinois. Parce que le fait qu'il sache parler plein de dialectes chinois, ça me parle pas trop à moi, en fait, ce genre de truc, mais bon. C'est vrai que ça a belle pas de performance. Donc, c'est chinois aussi d'ailleurs, et je vais parler que de trucs chinois en fait, c'est même assez fou quand tu y penses. Question open source et papier de recherche, c'est clairement eux qui mènent la danse. Donc oui, je voulais toucher aussi 2 mots de Kimi Linéaire,
Kimi, c'est une famille de LLM de Moonshot AI qui a fait forte impression avec Kimi K2. En open source, c'est un modèle open source qui est très gros, certes, mais bon, voilà, il est open source et il est aussi bon que Claude 4. Malheureusement, il est trop gros pour l'immense majorité des gens, mais quand même, ça a fait date. Et Kimi Linear, c'est un projet de recherche, c'est un LLM... Enfin, c'est utilisé par donc un LLM prototype, on va dire, qui utilise une nouvelle architecture pour l'attention, qui s'appelle KDA, pour Kimi Delta Attention, et qui est un raffinement, en fait, d'un truc qu'on a déjà vu, qui est le Gated Delta Nets, qui sont utilisés par Qwen, par les Qwen Next, dont on avait parlé. Alors, pour faire simple, je ne vais pas encore rentrer dans les détails là, tout ça, mais en fait, on a déjà plusieurs papiers avec plusieurs LLM prototypes qui pointent tous dans une direction commune et prometteuse, qui est une refonte du mécanisme d'attention, qui permettra d'avoir des modèles qui sont plus efficaces, plus rapides et qui ont beaucoup plus de mémoire aussi, qui ont de mémoire beaucoup plus longue. Et c'est vrai que les Chinois avaient déjà pas mal commencé justement avec DeepSeek, parce que c'est quand même DeepSeek qui a introduit la MLA. La MLA, c'est une méthode de compression du cache, du cache KV, hein, et qui encode l'attention, quoi, qui est porté, qui a réussi... en gros, si tu veux, l'attention est transférée dans un espace latent, un petit peu comme pour les générateurs d'images, dans un espace qui est compressé, qui permet justement d'améliorer notablement les performances des DeepSeek R1 et V3. Ils sont assez rapides en fait pour leur taille, et c'est en partie grâce à ça. Et puis on avait eu Mamba 2, et puis on avait eu Qwen Next, et l'arrivée des hybrides qui utilisent à la fois le système d'attention classique, qui est très coûteux, mais qui se souvient très bien des trucs, quoi, en gros, et puis un système moins précis, mais qui est aussi beaucoup plus léger. Et les Gated Delta Net, c'était quand même déjà une progression par rapport à ça, et par rapport à Mamba 2 apparemment, donc c'était un truc qui avait un excellent compromis, si tu veux, entre la précision, l'expressivité, quoi, la complexité et les calculs et la mémoire que ça prend. Et KDA reprend cette idée et la raffine encore, et ce qui fait qu'on a pratiquement quelque chose qui est qui consomme beaucoup moins de calculs qu'une attention standard, hein, mais qui est presque aussi bon en fait. Et je suppose que les Kimi K3 et les Qwen 4 bénéficieront de ces avancées et ce sont vraiment très prometteuses parce que ça demande beaucoup moins de RAM, beaucoup moins de puissance de calcul, donc c'est aussi très bien pour les particuliers qui voudraient, si on veut exécuter ça localement, on a beaucoup moins de ressources. Et donc avec KDA, les longs contextes, donc les grandes mémoires, deviennent beaucoup plus accessibles. Pour donner une idée, c'est 6 fois moins de calcul quand vous avez 1 million de mots. Dans la mémoire, donc stocké dans le contexte. Hein. Et c'est déjà presque 5 fois moins de calcul quand vous en avez que 256 000. Et tout ça sans perte de performance. Donc c'est quand même significatif, quoi. Les futurs chatbots seront donc plus rapides, ils auront plus de mémoire. Et il y a une autre tendance aussi qui pointe d'ailleurs vers le fait que les futurs chatbots auront une mémoire beaucoup plus importante que celle d'aujourd'hui, c'est la compression de cette mémoire. Alors, c'est pas la même chose que la MLA, hein. Il faudrait rentrer plus dans les détails, mais là je parle plus de la compression vraiment au niveau des tokens, c'est-à-dire de ce dont on avait parlé avec DeepSeek OCR, dont on avait parlé la semaine dernière. C'est un système de compression des tokens visuels. Donc, on sait que les images prennent évidemment beaucoup de mémoire, disons, pour les chatbots multimodaux. Quand vous envoyez une image, évidemment, ça va prendre de la mémoire. Et ça prend plus de mémoire qu'un texte. En fait, ça prend autant de mémoire qu'un très long texte. Et donc, dans DeepSeek OCR, ils avaient essayé de réduire ça en ayant des tokens très expressifs qui compressaient beaucoup d'informations et qui donc permettaient que les images donc prennent beaucoup moins de place en mémoire. Et ils s'étaient dit, pourquoi on n'essaierait pas de résumer du texte avec des tokens visuels ? Alors évidemment, il y a un petit peu de perte, mais du coup, ça permet de compresser un petit peu comme en JPEG, tout simplement, le texte, et ça permet finalement de conserver le maximum d'informations, mais en utilisant beaucoup moins de place. Et cette idée de compression visuelle des tokens, elle revient dans 2 autres publications cette semaine, avec Unlock, qui analyse le potentiel de cette méthode qu'on peut en fait appliquer à divers autres VLM, les LLM visuels, quoi. Et il y a aussi Glyph de Zifu AI, oui, Zifu, de Shifu AI, comme Maître Shifu, hein, tout à fait, dans Kung Fu Panda. Et donc Shifu AI qui a mis au point une technique qui essentiellement est la même chose que pour DeepSeek OCR. Donc Glyph, c'est à peu près la même chose, et ça peut doubler, tripler la mémoire des modèles, qui dépasserait alors allègrement le 1 million de mots. Donc les Chinois sont très en forme, hein, donc peut-être que Google ou Anthropic ont des trucs équivalents, hein, mais bon, comme on ne le sait pas parce que c'est pas des recherches ouvertes, du coup c'est intéressant à suivre. Ouais, la Chine qui a l'air d'être vraiment à fond dans la recherche. Alors oui, comme tu le dis, sans doute comme les États-Unis, mais au moins du côté de la Chine, on peut s'en rendre compte et on peut le mesurer. On continue avec l'éducation des LLM, des IA. Tu vas nous parler d'apprentissage par renforcement supervisé.
Oui, on parle de Google et justement, il faut être juste aussi, il publie des trucs de temps en temps, moins souvent, j'ai l'impression. Moins que les Chinois. Mais bon, quand même, de temps en temps. Et en particulier, cette semaine, il y a un article intéressant sur l'entraînement des IA, en particulier pour le raisonnement. Parce que, bon, voilà, les IA, pour pouvoir résoudre certains problèmes, elles doivent réfléchir. Parfois longtemps, et parfois c'est même nécessaire, parce que si elles réfléchissent, elles ne peuvent juste pas le faire, c'est juste pas possible. Elles ont besoin, en tout cas pour l'instant, de cette mémoire de travail que constitue leur réflexion, quoi, de leur dialogue interne. Et pour amener les IA à réfléchir longtemps, il y a deux manières, en gros. Donc d'une part, on crée des raisonnements valides sur plein de sujets, sur plein de problèmes, et après on fine-tune les modèles déjà qui sont déjà pas trop abrutis, quoi. On les fine-tune sur des grosses démonstrations, et puis bon, ben voilà, on fait de l'apprentissage supervisé, quoi. Ça marche, mais c'est compliqué parce que il faut les sortir, ça, il faut les produire, quoi. Donc c'est long, c'est chiant, ça fait des modèles qui savent résoudre aussi à peu près bien ce qu'ils ont vu, mais pas forcément très bien si on s'éloigne beaucoup des problèmes qu'ils ont vus. C'est pas forcément clair qu'ils y arrivent à résoudre très bien, quoi. Donc DeepSeek, on en avait parlé à l'époque où c'était sorti, à l'époque de DeepSeek R1, a utilisé l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire qu'on lui présente un problème, donc un DeepSeek de base, un DeepSeek qui ne réfléchit pas, on lui présente un problème et puis on demande de le résoudre. S'il y arrive, on lui donne un sucre, sinon on lui donne un coup de fouet et puis on recommence. Et au fur et à mesure, spontanément, le modèle commence à faire des raisonnements qui sont de plus en plus longs, de plus en plus compliqués, ça marche toujours, et il finit par y arriver. En tout cas, sur un certain nombre de problèmes. Alors, c'est magique, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, mais si on y réfléchit, c'est assez nul. C'est parce que si on se place du point de vue du dresseur, en tant que méthode de dressage, c'est très nul. Mais c'est vrai, imagine, t'as un chien. T'as un chien, tu veux lui apprendre, je sais pas moi, à sauter dans un cerceau. Et pour faire ça, tu prends ton chien, tu le largues sur une aire de jeu qui fait 600 mètres carrés, avec tout plein de jouets partout, tout plein de trucs partout, et il y a un cerceau à un endroit aléatoire dans un coin, et tu dis au chien, vas-y Kiki, saute dans le cerceau. Et tu attends. Et Kiki, il va faire plein de trucs, il va pousser la baballe, il va ranger le nonos, il va pisser sur les coussins. Autant de coups de fouet. Et à un moment, par hasard, peut-être, il va sauter dans le cerceau, et là, hop, tu lui donnes un sucre. Tu crois vraiment que le clébard, il va faire le lien ? Comment il pourrait faire le lien, Kiki ? Il peut passer des heures à faire n'importe quoi, et il reçoit un signal positif que quand il fait un certain truc, mais parmi un océan d'autres choses, et c'est beaucoup trop vague. Et là, Kiki, c'est le LLM. On peut l'appeler Loulou, si vous voulez, le LLM. Loulou. Ça marche mieux. C'est un peu pareil pour lui. On dit de faire un truc à Loulou, et il a le droit de partir dans n'importe quel délire. Il va faire 50 trucs différents qui n'ont rien à voir. On lui dit rien, sauf à un moment, des fois, c'est bien. Et vu comme ça, c'est un miracle que Loulou, il apprenne quoi que ce soit, finalement. Tu vois, Loulou, il a quand même réussi à apprendre malgré tout ça. Moi, c'est bien, mon Loulou, bravo, ça, c'est un bon LLM, ça. Ouais. Allez, t'auras un moment au sofa. Et d'ailleurs, on le voit, ça marche, oui, mais ça marche pas si bien que ça, en fait. Et on le voit quand on regarde les traces de réflexion. Les LLM, ils se perdent dans leur réflexion, souvent. Parfois, ils font des raisonnements faux et ils donnent quand même une réponse juste. Parfois, ils réfléchissent beaucoup trop longtemps parce qu'ils ont déjà la bonne réponse, je sais pas moi, 4 pages avant, mais ils se disent non, mais je vais retester cette hypothèse débile pour la 13e fois. Bon, on voit que c'est pas propre. Ouais. On voit parce qu'on voit. Ça semble pas propre du tout. Ouais. C'est pas propre parce que la récompense, elle est pas bien définie et que c'est pas du tout optimal. Alors plutôt que de choisir entre apprentissage supervisé et apprentissage par renforcement, les équipes de Google proposent de faire les deux. L'idée, c'est de faire du renforcement en se basant non pas sur les mots, mais sur les étapes de raisonnement. C'est-à-dire, au lieu de dire à Kiki, saute dans le cerceau, on va lui mâcher le travail. On va dire, va jusqu'au cerceau, et puis on le récompense déjà s'il arrive à faire ça. Et ensuite, monte sur le Q-cube. Et puis pareil, on le récompense, il arrive à monter sur le cube. Et puis après, il saute à travers le cerceau enflammé, et puis là, on lui donne une grosse récompense. Raisonner plutôt par micro-étapes, quelque part, plutôt que le grand objectif final, quoi. C'est ça. Pour Loulou, donc Loulou, le LLM, on va créer des trajectoires de réflexion valides, et surtout structurées en une méthodologie cohérente. Quand ça part dans tous les sens, en gros, si le LLM part dans tous les sens, si Loulou part dans tous les sens, on va pas le... Disons, s'il part dans tous les sens, même méthodologiquement, on va le sanctionner. Par contre, s'il part bien, c'est-à-dire il part vraiment, il commence par la bonne méthode, là on va lui dire « Ah d'accord, c'est bien, t'as bien commencé ». Continue. Et donc, on va lui donner une récompense intermédiaire à Loulou, et puis après, Loulou, il va continuer son raisonnement, et puis on va faire pareil, on va dire là, t'es parti où, Loulou ? C'est n'importe quoi, Loulou. Bon. Et puis, si jamais il finit par trouver la manière la bonne deuxième étape pour arriver au raisonnement, on va aussi le récompenser. Dans un certain sens, du coup, c'est supervisé.
parce qu'on supervise Loulou. Mais donc ça veut aussi dire qu'on a un dataset de raisonnement méthodique qui sont segmentés en étapes. Mais d'un autre côté, c'est aussi du renforcement, parce qu'on ne dit pas à Loulou comment faire, on valide juste les étapes, en fait, tu vois, et pas juste sur le résultat, mais aussi sur la méthode. Et les premiers résultats de ce truc-là montrent que des modèles qui deviennent quand même un peu meilleurs, et que par renforcement pur, et qui raisonnent un peu moins longtemps, et ça c'est quand même toujours bon à prendre. Bah, c'est cool de voir comme ça ces progrès, et j'ai beaucoup aimé en tout cas la manière de visualiser que tu avais de nous faire visualiser plutôt avec Kiki et Loulou, et je pense que ça va aussi nous rester. Eh ben, on continue en tout cas avec OpenAI qui lance un agent de sécurité basé sur GPT-5. C'est un agent de sécurité, mais évidemment au sens numérique. Hein, il n'est pas question de le voir à l'entrée de Leroy Merlin. C'est un maton avec une matraque. C'est ça, ouais. On va pas le voir quand même en train de nous surveiller notre cabas quand on sort du magasin. Mais quand même, il sort. En plus avec un nom rigolo, Aardvark. C'est pas un viking. Le Aardvark. Alors c'est le Aardvark. Ok, tu le dis mieux que moi, effectivement. C'est le nom en anglais et en africain de l'Oryctérope. Alors, c'est moins cérémonieusement appelé cochon de terre. C'est un animal assez moche, mais bon, on n'a dit pas le physique, et qui se nourrit essentiellement de fourmis et de termites bien grasses. Alors, il est particulièrement glouton, puisqu'il peut avaler jusqu'à 50 000 fourmis ou termites en une nuit, le gros cochon. Il habite en Afrique, globalement, l'Afrique subsaharienne, et puis, du coup, c'est là qu'il contrôle activement les populations de fourmis et de termites. Du coup, il est très utile. Donc il y a aussi une espèce de courge à coque dure qui s'appelle le Cucumis humifructus qui indique la présence de l'Oryctérope parce que il est un petit peu le seul à pouvoir les péter en deux, quoi, les courges, et à les manger. Et du coup, c'est lui qui disperse ses graines avec son caca. Donc c'est une sorte de symbiose entre le cochon et la courge, quoi. Je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. J'ai l'impression de voir un documentaire animalier là défiler sous mes yeux, c'est génial. Et on comprend mieux du coup la cover de l'épisode, bien entendu. Voilà, mais alors je suis pas en train de faire un AVC, c'est juste pour bien vous faire comprendre que les noms de produits chez OpenAI, ça va trop loin, vraiment. Alors, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, on peut se dire qu'ils sont allés chercher très loin le nom de leur outil de sécurité qui s'appelle Aardvark, mais il va chercher les vulnérabilités dans des bases de code. Donc ça veut dire qu'il bouffe des bugs. Est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Aardvark ? Ouais, peut-être, c'est possible. Est-ce que ce serait ça la raison ? Je ne vois pas d'autre explication compte tenu des éléments que tu nous as partagés, mais bon. Enfin bref, Aardvark se prend pour un expert en cybersécurité, donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une première phase qui est relativement classique, ça, qui va réfléchir tout ça. Il va tester tout seul alors il va réfléchir sur une base de code, il va essayer de déterminer si, de son point de vue, il y a des trucs qui clochent. Puis après, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va tester tout seul ses hypothèses. Donc on va lui donner un dépôt, il va réfléchir très fort, et puis après, s'il pense qu'il y a un truc qui peut être exploité, il va créer une sandbox, et il va tester son hypothèse en essayant d'exploiter le code. Et si ça marche vraiment, il va signaler, il va donc suggérer des corrections, et puis évidemment, il va te le dire, quoi. Et il peut travailler en tandem avec Codex. Donc ça, c'est une promesse qui est vraiment intéressante, parce que alors je sais pas à quel point ce sera efficace en vrai, mais c'est quand même très intéressant. Bon, évidemment, je crois que Aardvark a identifié 92% des vulnérabilités de test que OpenAI a mis dans des bases de code variées. On verra dans la vraie vie ce que ça donne. Ouais. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en gros, les systèmes automatisés qui font ce genre de trucs, ils donnent énormément de faux positifs. Okay. Parce qu'ils veulent bien faire, ils veulent tellement bien faire, et puis ils veulent surtout ne rien laisser passer. Ils voient large. Ils passent leur temps à te spammer, quoi. Donc ça veut dire que si vraiment c'est un truc qui fait des hypothèses comme ça, mais qui après les tests et qui se dit non mais finalement non mais c'est bon, je me suis affolé, c'est bon, il n'y a rien, du coup il te laisse tranquille, c'est très bien, ça peut réduire énormément le nombre de faux positifs, quoi. Hyper intéressant, merci. Ça avance aussi dans le domaine de la cyber, en tout cas de la vérification des bugs et des optimisations comme ça. Quelques détails maintenant et retour sur l'Agrokipédia, le Wikipédia d'Elon Musk. On le rappelle, il est censé être moins biaisé. Ouais, en gros, j'ai pas pu m'empêcher. Je sais pas si t'es allé voir. Moi, par curiosité, j'ai pas pu m'empêcher. Je suis allé voir. J'ai été regarder un petit peu, mais non, j'ai pas consulté plus de détails que ça. J'avais plutôt vu les articles qui relayaient dessus. Parce que donc, Grokipédia. Alors, qu'est-ce que c'est Grokipédia ? Alors, qu'est-ce que c'est ? On l'a pas redit, mais demandons à Grok, qu'est-ce que c'est que Grokipédia ? Ouais. Selon Grok, Grokipédia n'est pas une source d'information impartiale et objective, du moins pas au sens neutre et encyclopédique auquel aspire Wikipédia. Je cite. Mais bon, voilà, même si Grok n'assume pas, concrètement, je suis quand même allé voir par curiosité. Et bon, c'est une sorte de clone de Wikipédia un peu bizarre, parce que bon, c'est un truc avec, c'est une page web
toute noire, enfin je veux dire avec un thème sombre. Puis tu as une barre de recherche et puis c'est tout. Et puis tu tapes n'importe quoi, puis tu as des articles pour un peu tout. Et ce qui est bizarre, c'est que les articles sont très très longs, toujours. Et pas très faciles à lire, quoi, tu vois. Alors je sais pas si c'est vraiment Grok qui a recraché tout ça, ou si c'est juste une copie parfois de la Wikipédia, s'il y a juste CTRL-C, CTRL-V, je sais pas, parce qu'il n'y a rien d'écrit. On ne sait pas qui ou quoi a écrit ces trucs. Et donc il est bien possible que Grok ait tout écrit. Et ça expliquerait d'ailleurs ces longueurs et cette disposition un peu étrange et pas forcément naturelle. Il y avait des articles que j'avais vus, mais évidemment j'ai pas été creusé, mais il y avait énormément de pages qui étaient purement et simplement copier-coller quoi, de Wikipédia. Mais de ce que tu indiques, tu as l'impression que les pages sont plus longues, c'est ça, globalement ? C'est pas du tout le même style, et il y a des pavés de texte énormes, tu sais, et puis des logorées d'infos, quoi, qui sont un peu étranges, quoi. Alors, c'est vrai que des fois, c'est des infos qui sont au mot près, qui partent de la Wikipédia, et d'ailleurs, la Wikipédia a même dit que même Grokipédia avait besoin de Wikipédia pour exister. Ouais. Et donc d'humains, mais d'humains dont elle nie l'existence, puisque, en fait, Grokipédia ne fait jamais référence à Wikipédia. Alors même qu'elle... manifestement elle puise dedans, tu vois, donc c'est vraiment un peu bizarre, parce que c'est un peu bizarre comme concept finalement, tu vois, tu fais écrire ton encyclopédie par un chatbot qui s'entraîne sur une autre encyclopédie. C'est sûr. Bon, c'est un peu... Donc c'est vraiment bizarre. Alors, bien entendu, je suis allé voir un petit peu quelques trucs, et bon, c'est vrai que souvent c'est juste des infos, voilà, un peu tirées de Wikipédia. Enfin, c'est vrai que ça dépend des sujets, parce que probablement la définition d'un automorphisme ou la densité de population au Cameroun, c'est pas trop des trucs qui intéressent tellement Elon Musk, je pense que voilà, c'est pas très différent. Mais après, il y a des sujets qui sont plus, on va dire, plus sensibles pour Elon Musk et la sphère magaloïde. Alors déjà, sur Elon Musk, SpaceX et compagnie, on a des articles qui sont plus longs que sur la Wiki, qui sont plus détaillés, et qui diffèrent sur certains détails, qui sont pas forcément si anodins d'ailleurs, hein, parce qu'il faut le savoir, hein, le père d'Elon Musk faisait de la vente d'émeraudes, hein, et ça c'est pas dit dans l'article de Grokipédia, qui semble un peu minimiser la fortune de la famille, mais bon. Par contre, t'as des gros articles sur Tesla, sur le Cybertruck, t'as des articles détaillés et plutôt flatteurs. Hein. Je pense que Groki va pas trop s'étendre sur les rappels du Cybertruck ou sur le fait qu'il y a des phares qui tombent parce qu'ils sont mal collés, hein, qui se détachent. Il est plus critique sur la NASA aussi que Wikipédia. Ah, c'est bien possible. Et puis il y a le site plus pernicieux et les obsessions des magas, quoi, les vaccins, l'autisme, la transidentité et le réchauffement climatique. Alors moi, je suis allé voir un article sur le réchauffement climatique. Oui. Et c'est relativement subtil, il y a plein de données, de trucs que j'ai pas vérifié, parce qu'il faut sans doute les vérifier dans les détails, parce que voilà, si c'est vraiment 100% gros qui dit, il faudra vérifier tous les détails, mais bon, en gros, il dit bien qu'il y a un réchauffement, tout ça, et quand on va dans les causes, il y a 3 énormes paragraphes, et un seul de ces 3 évoque l'origine humaine, et les 2 autres parlent des causes naturelles, et en fait, c'est une grosse salade de mots pour finalement ne jamais conclure que 99% des climatologues sont parfaitement d'accord, hein, et que le consensus scientifique, c'est que c'est d'une manière écrasante, hein, que c'est que c'est d'origine anthropique, hein, le réchauffement climatique. Et l'article, comme tout Grokipédia, finalement, c'est une logorée qui ne structure vraiment rien et qui met un peu tout au même niveau. Et du coup, t'as pas l'impression, si tu veux, qu'il y a un consensus, t'as l'impression que tout est possible, quoi. Oui, il y a possiblement une origine humaine, et puis il y a possiblement des causes des origines naturelles, et puis voilà. Tu vois, mais non, c'est pas comme ça, quoi. Et c'est vrai que tout est un peu comme ça. C'est même fatigant à lire, parce que c'est un peu comme si un élève de lycée un peu faillot voulait absolument caser tout ce qu'il a lu et entendu, tu vois. Il te recrache tout, il te vomit tout de suite, quoi. Bon, alors après, j'ai eu la flemme de rechercher beaucoup de trucs, hein, parce qu'à chaque fois, c'est des pavés assez chiants. Ces jeux verts, ils sont allés voir d'autres sujets brûlants. Apparemment, bon, évidemment, ils adoptent des positions qui... n'ont en fait pas non plus le consensus scientifique sur plein de sujets comme la vaccination ou l'origine du Covid. Enfin bon, toujours pareil, hein, voilà. C'est pareil, tu vois, le vaccin aurait été créé en labo exprès. Bon, c'est une hypothèse. Je veux dire, tu peux étayer ça, t'as des preuves? Non, ben Groki, il le met quand même. Et puis, c'est pareil que tous les restes, tu vois, il y a pas de... Voilà. C'est pour tout comme ça. Moi, j'avoue que j'ai pas passé beaucoup de temps, mais ça me donne presque envie d'aller creuser et d'aller faire mes propres petites enquêtes. Est-ce que j'ai envie d'y consacrer du temps? Je suis pas sûr non plus, mais ça mérite en tout cas d'y regarder et effectivement aller jeter un coup d'œil sur les quelques notions qui sont soit très proches du domaine d'activité d'Elon Musk ou sur lesquels il a des avis lui assez tranchés ou qu'il veut véhiculer, et les sujets qui n'ont rien à voir, complètement random. Je suis à peu près certain que sur les sujets complètement random, vous pouvez regarder Wikipédia, c'est le même contenu. Et vous pouvez aller voir ce qui a pu changer dans les pages qui concernent les sujets qui intéressent peut-être un petit peu plus Elon Musk.
Guillaume, il y a une différence fondamentale entre Wikipédia et Grokipédia, outre leur contenu et le caractère assez problématique que tu as souligné par plein d'aspects. Grokipédia, c'est évidemment financé par Elon Musk et ses sociétés, en tout cas. Wikipédia, ce sont les utilisateurs qui le financent. J'espère d'ailleurs que vous avez fait votre petit don annuel que tu avais invité à faire il y a de ça quelques jours, Guillaume, pour le maintenir. Si c'est fait, si vous avez fait votre petite participation à Wikipédia, même 2 €, on vous l'avait dit, c'est des toutes petites sommes, vous allez pouvoir continuer, si vos budgets vous le permettent, à financer les activités réellement utiles comme Tech Café. Vous le savez, moi je suis à plein temps maintenant sur la création de contenu depuis le début de l'année, puis j'ai évidemment plus que jamais besoin de votre soutien, de vos abonnements. On pense toujours que les autres vont le faire pour nous, mais si tout le monde raisonne comme ça, c'est un peu comme plein d'autres sujets, comme le vote par exemple, mais bon, les financements globalement ils sont pas suffisants. Si j'en parle à chaque fois, c'est aussi qu'il y a des personnes qui arrêtent de soutenir Tech Café, parce que je vous le dis assez régulièrement, ce soutien il est sans engagement, donc vous pouvez ne le faire que durant quelques mois. Et c'est hyper important que toute personne qui envisage potentiellement de financer le podcast, qui est convaincue que ça lui est utile ou que ça le divertit tout simplement, de le faire là tout de suite, en tout cas de le faire le plus tôt possible. Et je sais que vous n'avez pas le temps, moi non plus, quand j'écoute un truc, j'ai pas le temps, j'ai même parfois pas le temps de noter ce que j'entends pour me rappeler plus tard, alors qu'en fait s'abonner sur patreon.com/techcafé, ça prend littéralement 2 ou 3 minutes. On peut pas toujours le faire à tout moment, et donc il faut un petit moyen mnémotechnique que je tends à vous installer depuis quelques temps maintenant. C'est le moment où vous enfilez vos agréables chaussons, parce que quand je mets mes chaussons, je pense à Patreon. En plus, voilà, le froid revient un petit peu, on apprécie encore plus de mettre nos petits pieds nus ou avec des chaussettes, ça marche aussi, dans nos duveteux chaussons. Pensez-y à ce moment-là, quand je mets mes chaussons, je pense à Patreon, et l'adresse c'est patreon.com/techcafé. On continue avec une rubrique plus axée sur le matériel, et on commence cette revue avec l'exemple même de ce qu'est l'ambition. L'ambition avec un grand A. Qualcomm veut concurrencer Nvidia. C'est chaud, Guillaume? Oui, c'est original surtout. C'est pas comme si tout le monde voulait concurrencer Nvidia. Et atteindre les mêmes succès. Qualcomm veut pas le concurrencer partout, pas pour l'entraînement, parce que c'est trop dur, trop cher, et que de toute façon, c'est encore l'inférence qui demande le plus de puissance sur la durée, et puis surtout vu les échelles auxquelles on déploie les modèles. Donc ils ont opté pour des cartes PCI, qu'ils appellent les AI200 et 250, qui font un choix très clair, celui d'avoir de la mémoire pas très rapide, mais beaucoup. Alors comme leur nom l'indique, les A200 sont les successeurs des A100, qui sont sortis en 2021 et qui sont restés quasi confidentiels. Les A100 Pro et Ultra ont suivi en 2023, sans trop faire de vagues non plus. Globalement, c'est pas non plus incroyable, c'est des accélérateurs hexagone qui sont proches dans le principe de ce qu'on trouve dans les SoC de Qualcomm, donc dans les téléphones, mais plus gros, et puis équipés de DDR, beaucoup de DDR. Alors c'est une puce de calcul scalaire vectoriel matriciel, donc qui gère nativement les nombres en 16 et 8 bits. En 8 bits, l'unité matricielle peut travailler sur 8192 nombres en simultané, donc c'est des unités qui sont prévues pour faire des calculs sur les matrices, sur les gros tableaux de nombres. Chaque cœur a aussi une unité de gestion mémoire, un cache, etc. Et les A200 donc reviennent avec un hexagone Q7, donc une nouvelle puce, et surtout avec 768 Go de LPDDR5X. Et on a 720 gigaoctets par seconde de bande passante. Ce qui est correct, vraiment, mais sans plus. Surtout si on compare à des HBM. Mais c'est beaucoup moins cher. C'est ça le truc. L'idée rejoint un peu celle dont on a parlé pour les fameux PCI, les équipés de Strix Halo, qui sont eux aussi équipés de DDR5X, qui est finalement juste assez bonne pour le boulot. Dans certaines circonstances d'ailleurs, pas forcément dans toutes, et elle est une sorte de compromis intéressant. C'est pas cher, tu peux en mettre beaucoup, la bande passante est pas dégueulasse, mais elle est pas énorme non plus, mais si tu utilises des mélanges d'experts et que tu batches beaucoup de requêtes à la fois, tu peux quand même en tirer quelque chose, et tout ça pour un prix assez raisonnable. Les A200 ont aussi 1 gigaoctet de SRAM embarqué, donc de la mémoire statique intégrée donc très rapide, donc c'est quand même relativement gros déjà, et c'est là pour servir de cache finalement, avec une mémoire dont on sait qu'elle n'est pas très très rapide. Et puis les cartes évidemment se connectent entre elles via Ethernet comme des GPU professionnels, donc c'est ce qui veut dire que elles peuvent... Donc on peut en fait en mettre plein, donc vous avez comme 768 Go par carte, et vous pouvez en mettre plein et les mettre en réseau directement, et donc vous pouvez agréger comme ça énormément de mémoire, avec quelques latences bien entendu, et du coup, si tu peux en aligner autant que tu veux, et ça c'est même prévu pour créer des racks
qui sont assez compacts finalement. Enfin, si vous avez une image là, c'est un rack qui est relativement compact, si j'ose dire, et qui peut consommer jusqu'à 160 kW avec refroidissement liquide. Alors c'est beaucoup, c'est vrai, mais ça donne une densité qui est quand même intéressante parce que, là encore, utiliser de la LPDDR5X, ça a aussi un autre avantage significatif, c'est que ça consomme beaucoup moins que la HBM. C'est quand même de la mémoire qui, à la base, était prévue pour des machines portables. Donc ça permet de mettre beaucoup de mémoire tout en consommant moins, et du coup, l'efficacité énergétique en termes de watts par bit est vraiment pas mal. Donc au final, pour de l'inférence pure, on a un serveur qui est plutôt compact, qui est probablement beaucoup moins cher qu'un serveur Nvidia, qui ne fait que de l'inférence, mais qui, s'il est bien utilisé, peut répondre à pas mal de besoins. Donc à voir si ça décolle cette fois-ci. Si la bulle explose pas trop tôt, c'est possible. Vu le prix et la disponibilité des concurrents, pourquoi pas. Suspense pour cette bulle, suspense. Justement, bulle, grosse valorisation, tout ça, on retombe un petit peu sur les mêmes sujets, mais évidemment, du haut des 5000 milliards de valorisation, écoutez l'épisode hebdo pour en savoir un petit peu plus. Il n'y a pas que Qualcomm qui voudrait devenir Nvidia à la place d'Nvidia, mais il y a les autres, comme tu dis, il y a Intel par exemple. Et oui, vous savez qu'il a vraiment mauvaise avec cette histoire de folie de l'IA partout, c'est vraiment Intel. Parce qu'Intel, c'était quand même censé être le patron. Hein. C'était le grand papa des composants, quoi, tu vois. Et là, tout le monde s'arrache des processeurs et c'est pas les siens. C'est vrai, c'est fou. C'est le seum. Hein. Et c'est pas la première évolution qu'Intel a ratée. Hein. Vous me direz, le mobile lui est passé sous le nez. Gros morceau aussi, ça. Vous vous souvenez des atomes ? Non ? C'est bien le problème. Et les consoles de salon ? C'est pas eux non plus. Et pour l'IA, c'est compliqué. On dirait qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est ça le problème, c'est qu'ils changent tout le temps. C'est fou. Ils avaient leur propre résolution Gaudi, qui s'est pas trop bien vendue, puis ils ont basculé sur les accélérateurs à base d'architecture XE, qui est la même que sur les cartes graphiques ARC. Et ce truc, ça équipe quand même Aurora, qui est une des machines les plus puissantes du monde, mais pas beaucoup d'autres, à vrai dire. Un temps, ils ont aussi équipé les Xeon d'unités matricielles, et ils ont dit, hop, voilà, les Xeon, ça sait tout faire, ça sait faire l'IA comme le reste, et puis voilà. Et puis il y avait aussi le projet Loihi. Vous vous souvenez de Loihi, les puces neuromorphiques ? Loihi 2, c'était il y a 2 ans. Depuis, silence radio. Là, récemment, ils ont réaffirmé qu'ils voulaient sortir des GPU puissantes avec XE pour l'IA chaque année. Et on se disait qu'ils avaient enfin réussi à se concentrer un petit peu, mais non, le TDAH, c'est très difficile à gérer. Hein. Et voilà Tipa qui serait en discussion pour acquérir Samba Nova. Alors ceux-là, on en a un peu déjà parlé, ils sont moins médiatiques que Nvidia, ils ont leur propre architecture très spécifique d'accélérateurs pour l'IA, qu'ils appellent les RDU, et qui adoptent une approche qui rappelle un petit peu ce dont on a parlé la fois dernière, en fait, c'est des puces qui sont reconfigurables, et dans lesquelles on plaque un réseau de neurones entier, qu'on fait tourner directement, plutôt que des unités de processeurs qui vont exécuter un programme linéairement, même s'ils sont très très nombreux, quoi. En parallèle, linéairement, mais en parallèle. Je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis linéairement, mais en fait, réécouter l'épisode d'avant, ça sera beaucoup plus clair. Ouais. Mais bon, bref, Samba Nova, pourquoi pas ? Après tout, ça permettrait de mettre une corde de plus à l'arc d'Intel, qui ressemble plutôt à une sorte de guitare, voire de harpe maintenant. Mais ça serait pas une idée si bizarre si ça allait pas leur coûter 5 milliards de dollars. Ah, ils n'ont pas quand même beaucoup de cash à mettre dans des rachats en ce moment, non ? Il semble plutôt qu'on leur donne du fric pour qu'ils arrivent à... Intel a-t-il vraiment les moyens de s'offrir une boîte à 5 milliards de dollars ? C'est une question rhétorique, hein. Bien sûr que non. Là, pour l'instant, s'ils peuvent acheter des stylos Bic, c'est parce qu'il y a Nvidia et SoftBank et le gouvernement américain qui leur filent du pognon. C'est vrai, putain. Bon, après, évidemment, sous la marque Intel, peut-être que Samba Nova pourrait vendre plus et que ça leur ferait un produit de plus. Je ne sais pas. Peut-être après, écoute, 5 milliards de nos jours, c'est quoi, franchement ? C'est même pas la moitié du découvert d'OpenAI ces 3 derniers mois. C'est clair, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. Bon, c'est vrai que quand on liste tous les sujets comme ça, stratégiques d'Intel, dont on n'a même plus entendu parler, ça fait un peu de la peine. On parle un peu d'ASML. Alors, si le nom vous dit rien, c'est les appareils qui permettent, et finalement, de graver les puces. Ce genre d'appareil, ça coûte évidemment très cher, hein, c'est toujours important de le souligner. C'est surtout aussi un véritable savoir-faire européen, sauf qu'évidemment, par les temps qui courent, les États-Unis aimeraient bien se passer d'une dépendance, avec des gros guillemets, à l'Europe, Guillaume. Non, on parle... c'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai. On parle ici souvent de ASML et de ces machines magiques, au prix tout aussi magique, qui permettent de graver des puces toujours plus petites. Et justement, le fait qu'ils soient les seuls à proposer ce genre de machine, c'est très gonflant pour tout le monde, sauf nous. Pour les Chinois qui n'ont pas accès, d'une part, mais pour les Américains aussi, qui ont totalement accès, mais qui ont les boules qu'une pièce maîtresse de la production des semi-conducteurs soit pas américaine. Alors les recherches vont montrer, aux États-Unis, il y a un challenger. Enfin, pour l'instant, c'est pas vraiment un challenger, puisque ils ont beaucoup d'ambition, hein, c'est une start-up pour l'instant, c'est Substrate.
qui veut créer une machine de photolithographie avec des rayons X. Alors c'est assez logique, hein, puisque là pour l'instant on utilise des ultraviolets, et même des ultraviolets extrêmes, donc des ultraviolets très énergétiques, hein, avec une très courte longueur d'onde. Et c'est déjà une lumière qui est plus visible depuis très longtemps. Après les rayons ultraviolets, il y a les rayons X. Pour l'instant, ce qu'on a surtout, c'est un clip vidéo qui a été posté sur X avec des jolies lumières en couleur et des musiques planantes. Mais voilà, s'il y a un trou, ça fait piou-piou de la lumière bleue, ça dessine des trucs. Je comprends pas trop pourquoi ils sont cassés à faire un clip aussi totalement vide, parce que c'est vraiment de la pub pure, quoi. Bon. Alors, heureusement, il y a aussi eu des démos pour les spécialistes, hein, qui consistent en de petits dessins un petit peu random à base de points ou de lignes et qui sont super petits. Et ils utilisent un accélérateur de particules pour générer des rayons X, et après, ils ont a priori tout un système de masques photorésistants pour aller avec tout ça. Je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que il n'y a pas beaucoup plus d'infos en fait, hein. Et puis si ce n'est que la boîte vient de recevoir 100 millions d'investissements, en partie de Peter Thiel d'ailleurs, et que ça valoriserait déjà la start-up à $1 milliard. Alors c'est des sommes qui sont assez folles, mais il faut voir aussi à quel point on est sur un savoir-faire stratégique et on est sur une promesse énorme. Non seulement les Américains auraient une solution de création de puces qui serait donc souveraine, hein, américaine, mais en plus elle serait top niveau, elle serait même au-delà de la concurrence. Parce que utiliser des rayons X a le potentiel de faire des puces encore meilleures et encore plus petites, hein, tout simplement. Puisqu'on crée des motifs plus petits sans avoir besoin de faire beaucoup d'expositions. Et quand tu fais beaucoup d'expositions, ça donne des chaînes de production qui sont beaucoup plus complexes, ça donne des rendements qui sont souvent inférieurs parce que la moindre erreur, ça peut péter un wafer, quoi. Aucune idée de quand les machines seront vraiment disponibles industriellement, parce qu'on n'y est probablement pas encore du tout, hein, et comment elles se mesureront à celles d'ASML, parce qu'évidemment, pendant ce temps, je pense qu'ils ne doivent pas rester les bras croisés. Oui, c'est vrai qu'on s'imagine comme ça que ça avance et du côté d'ASML, ils restent sur leurs acquis, mais évidemment, ça doit être à fond aussi dans de la recherche et développement permanente. On passe à de la tech qu'on aime particulièrement, celle qui aide concrètement les êtres humains que nous sommes en viande, hein, à combler des handicaps. C'est l'exemple de ces implants qui permettent concrètement de remplacer un des trucs les plus essentiels, mais peut-être aussi un des plus fragiles, au moins en apparence, qu'on a dans l'être humain, c'est la rétine. Oui, enfin, disons, ça commence. On va parler d'un truc, c'est vrai, qui fait plaisir, avec une application, des lunettes connectées qui servent vraiment à quelque chose, quoi. Ça, c'est ça qui est bien. C'est un compétiteur de Neuralink qui s'appelle Science Corporation, qui a récupéré aux enchères, j'imagine, les restes d'une start-up en faillite qui s'appelait Pixium, et qui était française. C'est donc bien triste. Pixium travaillait à rendre la vue aux personnes souffrant de DMLA, donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et elle avait bien avancé, et du coup, le repreneur, donc Science Corporation, présente une première version du dispositif qui fonctionne plutôt bien, et qui est donc une techno française, youpi, mais qui ne l'est plus, somme. Mais bref, le principe est d'intégrer chirurgicalement un implant sous la rétine des patients, et ce qui est en gros une minuscule grille de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques, quoi. C'est des tout petits panneaux, comme ça, une petite grille de petits panneaux. Okay. Donc qu'est-ce que ça fait, les petits panneaux ? Ça capte de la lumière, et puis après ça en fait des impulsions électriques qui sont envoyées directement dans le nerf optique. Donc il faut évidemment que le nerf optique fonctionne, hein, pour ça. La lumière en question que reçoit le capteur, c'est pas directement la lumière du jour. Ça va pas remplacer directement la rétine, en fait. C'est pas directement la lumière que tu percevais en temps normal, quoi, hein. C'est un faisceau de lumière qui est envoyé par une paire de lunettes qui fait un pré-traitement du signal. Parce que malheureusement, j'ai dit que ça marchait bien. Enfin, c'est relatif, hein. Les patients ne peuvent pas voir un magnifique paysage ou regarder une série Netflix peinard. Non, les lunettes filment l'environnement, elles vont zoomer, elles vont traiter l'image, elles vont produire un signal infrarouge qui va être focalisé sur le capteur, qui va ensuite transmettre ça, donc qui va encoder ce signal électriquement et qui va le transmettre au cerveau. Le système actuel, il a que 400 sites. Donc c'est comme si tu avais un écran avec 400 pixels, quoi. Alors, le cerveau perçoit les choses un peu différemment. C'est pas vraiment 400 pixels, c'est perçu de manière continue, c'est un peu étrange, mais bon. Donc il faut tirer le meilleur parti de ces 400 sites, et les lunettes vont donc se concentrer sur une partie de l'image, la zoomer, en extraire les bords, les informations saillantes vont donc être envoyées au capteur. Ça paraît très basique, mais ça permet aux patients de reconnaître des lettres, de lire, et même de faire des mots croisés. La prochaine génération va avoir 5 fois plus de pixels. Donc cet appareil-là s'appelle Prima, et c'est une paire de lunettes avec un projecteur qui s'accroche sur une branche et qui va parler donc à l'implant en infrarouge, donc qui va être donc implanté chirurgicalement, hein. Et puis tu as un boîtier batterie contrôleur qui se porte à part. Donc comme dans les trucs de la vraie vie, on n'est pas sur un œil bionique surpuissant, la cyberpunk, hein, mais c'est quand même un appareil, un type d'appareil d'appareil qui pourrait changer la vie de milliers ou de millions de personnes, parce que malheureusement la DMLA c'est très courant quand on prend de l'âge.
hyper enthousiasmant, je trouve, de voir qu'il y a de la recherche là-dessus, et en même temps très frustrant de voir que, on aimerait que ça arrive beaucoup, beaucoup plus vite, peut-être aussi vite que la sortie des LLM chaque mois, mais bon, ça progresse quand même. On parle de vues, alors c'est très bien, on a vu la vue peut-être avec des résolutions assez basses de ce que tu décris, mais qui peuvent être vraiment des vraies solutions. On va aborder un peu donc des résolutions beaucoup plus avancées pour le coup, et surtout un travail d'expert qui indique qu'a priori, je sens que ça va être un scoop, Guillaume, hein, mais l'œil humain parvient plus à capter la nuance au-delà d'un certain niveau de résolution. Il me semble qu'on savait déjà un petit peu ça, mais où en est-on ? Oui, effectivement. Bah oui, dans le temps, d'ailleurs, il y avait même des recommandations de ne pas se mettre trop près de la télé. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Absolument. Et du coup, si tu les suis en général, t'as pas besoin de 4K, t'as vraiment pas besoin de beaucoup en fait. Parce que c'est assez loin qu'on te dit de te mettre, parce que finalement c'est très économique. Et parce qu'évidemment, plus on est loin, moins on voit les détails, ça c'est évident, mais quantitativement, ça donne quoi ? En général, on a le chiffre qui revient, c'est 60 pixels par degré. Ça veut dire que, comme on voit à la louche sur 180 degrés, il faudra un écran de 10 800 pixels en résolution horizontale pour couvrir notre champ de vision sans qu'on voit tous les pixels, sans qu'on voit les pixels du tout. Ça, c'est en théorie, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent voir mieux que ça. Et moi, je vois moins bien que ça. Donc, en fait, ça dépend des gens. Moi aussi, je te confirme. Des couleurs aussi. Donc, il y a des scientifiques qui ont fait ça scientifiquement, du coup. Ils ont fait ça simplement aussi, puisqu'ils ont pris un moniteur de 27 pouces 4K. Puis, ils ont pris 18 personnes et puis ils ont mesuré pour divers motifs à diverses couleurs, quand est-ce qu'ils arrivent à différencier les bandes de pixels. Et puis, bon, voilà, au moment où ça marchait plus. Résultat, les humains voient mieux que prévu. En niveau de gris, on est à 94 pixels par degré. Sur le rouge et le vert, on est à 89, et sur les jaunes et violets, on est à 53. Il y a d'autres mesures sur du texte et 12 autres participants qui arrivent à peu près aux mêmes conclusions. Et à partir de ça, ils ont mis en ligne une calculatrice qui vous donne la distance à partir de laquelle votre TV 8K est inutile. Je veux dire, à partir de laquelle vous ne voyez pas la différence. Et alors ? À partir de 2,50 m sur un 44 pouces, aller au-delà de la 4K est inutile, parce que vous ne voyez rien. Il y a un graphique en fait des résolutions effectives selon la taille et la distance. Donc un écran 4K de 40 pouces apparaît comme étant en 720p à partir de 5 mètres. Sur un écran de 50 pouces, la 8K n'est perceptible qu'autour de 1 mètre et à partir de 2 mètres, c'est exactement comme s'il était en 4K, tu verras aucune différence. Donc je sais pas à quelle distance vous regardez votre télé, mais si c'est à 2 mètres, il faut un écran de 80 pouces pour que la 8K soit rentable. Alors que la 4K et même la 5K est parfaitement perceptible à cette distance, une distance et sur des diagonales à partir de 30-40 pouces, et à 2 mètres, tu vois la 4K, tu vois. Donc ça dépend vraiment de la taille et de à quel point tu es loin de l'écran, tout simplement. Allez faire le calcul qui est en lien dans les notes de l'épisode au travers de l'article. C'est intéressant. Quelques dangers, Guillaume, quelques-uns de plus peut-être, liés à Windows. Oui, mais il y a nous. Tu savais, Guillaume, que nous sommes dangereux ? Oh non, moi je suis pas dangereux, voyons. Si, moi, je suis dangereux. Moi, je suis dangereux. Ah merde. Toi, c'est pas moi qui t'es le dis. dangereux. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est YouTube. Ah, mais si YouTube le dit, c'est que c'est vrai. Ah merde, j'ai peur du coup de mon propre danger. Mince. Oui, mais ça, c'est ton dernier stream sur comment faire de la nitroglycérine aussi. Ah oui, j'avais peut-être pas dû le faire, effectivement. C'était peut-être un peu problématique. Utile, c'est vrai, j'avoue. Non, mais plus sérieusement, il y avait sur YouTube des vidéos tuto pour installer Windows 11 sur des machines qui n'étaient pas certifiées ou pour avoir un compte local. Et elles se sont fait striker parce qu'elles étaient, je cite, dangereuses. Donc ça concerne au moins 2 youtubeurs. Et en fait, on ne sait pas exactement pourquoi, on pense que c'est automatisé, et voilà, comment tu défends sérieusement ton argument que ces vidéos sont dangereuses. En vrai, c'est ridicule. On peut imaginer que Microsoft a peut-être quelque chose à y voir, mais bon, on n'a aucune preuve pour le moment. Oui, ça serait pas étonnant qu'il y ait des signalements d'employés de Microsoft un peu zélés, quoi. Possiblement. Franchement, pour l'instant, on ne sait pas. On se contentera de dire que vous écoutez un podcast dangereux, manifestement, puisque nous aussi, on vous encourage à faire ce que vous voulez avec votre Windows. Et donc, encore une fois, ne changez pas de PC pour ça. Si vous avez besoin de changer, allez-y, mais ne changez pas juste pour ça. Déjà, il est assez simple d'aller dans les mises à jour de Windows 10 et d'activer l'extension d'un an. En Europe, on a cette chance, donc c'est facile et c'est gratuit. Et donc, rien que ça, vous donnez à votre PC 1 an de vie en plus et la planète vous remercie. Et puis, si vous voulez vraiment installer Windows 11 quand même et plus avoir de trac avec ça, vous pouvez utiliser Rufus ou Flyubi. Donc les liens sont dans les notes. Vous commencez par télécharger une belle ISO. Chez Flyubi, c'est même totalement automatique. Vous téléchargez directement sur le site de Microsoft. Et puis l'installation avec un compte local, si vous voulez, sera quasi totalement automatique. Vous ne perdrez rien. Toutes vos applications et vos données seront encore là et rien ne changera sauf l'OS. Mais bon, faites une sauvegarde quand même. Ça fait pas de mal de toute façon. Ces applications peuvent encore faire tout ça. Ça pourrait ne pas durer, tellement Microsoft devient chiant et lourd.
sachant qu'il est toujours aussi à la ramasse, puisque rien que cette semaine, on a recensé encore 2 vulnérabilités 0D en exploitation active, et, au moins par un groupe chinois, et un bug méga chiant du gestionnaire des tâches qui se ferme plus. Enfin, si, il se ferme, mais quand tu le fermes, en fait, il reste en mémoire. Donc chaque fois que tu le fermes, tu fais une copie de lui-même. En fait. C'est complètement con. Ça concerne heureusement Comment ça peut arriver? C'est fou. Ça concerne que des mises à jour optionnelles, des 24H2 et 25H2, mais bon. Si vous en avez marre, sachez qu'il y a de plus en plus de jeux qui tournent aussi bien sous Linux. Il y a même un site pour ça. Sur Steam, Linux a dépassé les 3% de joueurs. Ça y est. Alors, c'est pas énorme, je sais, mais c'est quand même un symbole, et c'est en tendance, ça monte, quoi. Et il y a un site qui s'appelle ProtonDB.com qui recense les jeux jouables avec Proton, et à quel point d'ailleurs ils sont jouables, parce que il y a plusieurs niveaux aussi. Alors il y a une section qui est pour le Steam Deck, au début c'était parti comme ça, pour la compatibilité Steam Deck, et là d'ailleurs mais il y a aussi, il y a d'autres trucs, si on s'affranchit, si tu veux, de la compatibilité Steam Deck. Alors là, on est à 40% des jeux PC jouables sur Steam Deck, par exemple, jouables parfaitement ou compatibles. Et si on regarde les médailles Proton, donc on s'affranchit de cette compatibilité Steam Deck pour regarder juste les PC, les PC Linux, on a 50% de jeux qui tournent bien ou parfaitement bien sous Linux, 10% qui ont des soucis mineurs et 40% qui tournent mal ou pas du tout. Donc dans l'ensemble, c'est quand même 60% des jeux PC qui tournent sous Linux. Donc Clair Obscur, par exemple, qui tourne parfaitement, et Assassin's Creed qui tourne très très bien. Moi je dis ça, je dis rien. Après, c'est vous qui choisissez. Peut-être que vous pouvez vous prendre la tête avec Windows 11, mais peut-être que tous vos jeux vont tourner parfaitement sur Linux, effectivement. Au passage, j'ai une personne là, de mon entourage, une voisine pas très loin, qui a un PC, mais le truc rame du feu de Dieu, mais incroyable, le truc qui est lent de tout. Tu veux lancer un navigateur, Outlook, etc. Tout est lent. Je lui dis, mais laisse-le moi, on va mettre Linux dessus et tu verras. Enfin, franchement, ton truc va prendre une seconde vie. Pensez-y aussi autour de vous sur des vieilles machines. Il y a des limites à ce que l'informatique peut faire, mais les changements que ça peut permettre. Merci beaucoup, Guillaume, pour Du coup, tu es sur Windows 11, toi, maintenant, c'est ça ? Moi j'ai plusieurs machines en fait. Donc, ouais, ok. Oui, j'ai aussi Windows 11, absolument. Bon, très bien. T'as un peu de tout, c'est parfait. Et donc tu as aussi les bugs. Allez, Guillaume, merci beaucoup pour la préparation de cet épisode. On remercie évidemment nos auditeurs et nos auditrices qui nous ont écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. Et en particulier, encore plus celles et ceux qui vont penser ce soir en arrivant chez eux, en enfilant leurs douillets chaussons, d'aller sur patreon.com/techcafé. Et puis peut-être qu'on va te retrouver, toi, Guillaume. Si jamais on te retrouve, ce serait où, par exemple ? Oui, d'ailleurs, alors moi je vais aller profiter de ma télé 4K à 1 mètre de distance maximum parce que je ne veux pas laisser perdre tous ces beaux pixels. C'est vrai, ce serait gâché. Et donc oui, donc je suis sur Windows 11 et des Windows 11 sur des machines qui ne sont pas certifiées. Ah, bravo, ça c'est pas bien, j'espère pour toi. Ouais, mais après on va dire que Tech Café c'est un podcast qui incite au danger. J'espère que tu en es conscient. On va mettre en danger les gens en disant qu'il faut faire comme ça. Allez, je suis Guillaume Vendée. Merci beaucoup pour votre fidélité. Si jamais vous avez encore un petit peu envie d'interagir avec moi, je suis en live sur Twitch, YouTube les vendredis matins de 10h à midi avec des programmes assez libres. Et d'ailleurs, je peux assez vite rebondir sur vos suggestions et les discussions qu'on a ensemble. C'est toujours très cool. Donc, si vous avez l'occasion et la possibilité, pendant que peut-être même vous faites autre chose, passer un bon moment ensemble, ça peut être un chouette programme sur cette fin de semaine. En attendant, abonnez-vous évidemment et puis rendez-vous désormais dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.